Lumière rouge, vie d'insurgé. En direct sur Cause Commune. Tous les premiers jeudis du mois, je tends le micro à mon invitée travailleuse du sexe. Réagissez en direct au 09 72 51 55 46. Quatrième lumière rouge, vie d'insurgé. Bonsoir, je suis Mignonne Juste, travailleuse du sexe dite tradie de rue, depuis plus de 20 ans, et avec ma complice en régie Corinne. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Bonsoir Mylène. Qu'est-ce que tu trifouilles ? En fait, je sais pas ce qui se passe. Je suis pas sûre qu'on soit en direct, Mylène. Oui. Parce que. Mais vas-y, continue parce que ça enregistre. Oui. Ce soir, nous passons au grill deux figures du militantisme TDS. Point spécial. Syndicalisme. Putain. Nous sommes en direct sur la radio Cause Commune, normalement, mais il y aura le podcast. 93.1 et sur les chaînes Twitch et YouTube de la radio. Alors, intro, édito, vulgarisons en quelques lignes. Le syndicalisme, c'est quoi ? C'est né en Grande-Bretagne, avec la première révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle. C'est un mouvement visant à défendre les intérêts des travailleuses, en particulier des travailleuses salariées, grâce à l'action des syndicats professionnels. La fonction propre du syndicalisme, c'est de représenter les travailleuses et les travailleuses, de promouvoir et de défendre leurs intérêts spécifiques en tant que travailleuses et travailleurs. Et c'est l'objet du STRAS, le syndicat du travail sexuel. Les études s'accordent pour dire que le taux de personnes syndiquées est passé de 30% dans les années 50 à moins de 10% aujourd'hui. Le syndicalisme accuse le choc néo-ultra-libéral. Le 2 décembre 2025, la CGT racole la base. Syndiqués, vous devenez acteurs et actrices de votre environnement de travail et plus largement de la société. C'est aussi utile à vous-même qu'à vos collègues, qu'à vos proches. Le monde du travail est de plus en plus dominé par des logiques économiques et financières. Le 12 février 2026, l'OIT, l'Organisation mondiale du travail, pose la question du renforcement de la résilience. Alors je remets la définition: capacité à surmonter des chocs traumatiques. Des syndicats au secrétaire général de la Confédération syndicale internationale, Luc Triangle. À la question du point de vue de la Confédération syndicale internationale, quels sont selon vous les principaux défis et opportunités auxquels sont confrontés les syndicats en 2026 et comment la CSI se positionne-t-elle pour y répondre ? Luc Triangle répond que le principal défi est clair, les attaques coordonnées contre la démocratie, les droits des travailleurs et travailleuses et les institutions multilatérales s'intensifient. Les forces politiques d'extrême droite, les gouvernements autoritaires et une élite milliardaire s'allient pour affaiblir les syndicats, restreindre la syndicalisation, criminaliser la contestation et bloquer les progrès à l'OIT, à l'ONU et dans les institutions financières internationales. Nous accordons la priorité au soutien à l'organisation et à l'inclusion, en particulier pour les travailleuses et travailleurs informels, les migrants, les femmes et les jeunes, car la force et l'indépendance future du mouvement syndical dépendent de l'augmentation de nos effectifs. Nous soutenons également nos affiliés par des recherches, des outils de campagne et des mécanismes de solidarité, en particulier lorsque les syndicats sont en première ligne de la répression. Enfin, nous renforçons les alliances au-delà du mouvement syndical. À l'ère de l'autoritarisme, la défense de la démocratie et de la justice sociale passe par la construction d'une cause commune avec tous ceux dont les droits sont menacés. Et les syndicalistes ne sont pas les seuls à faire face à la répression. Une attaque contre les droits d'un mouvement est une attaque contre tous. Il ne s'agit pas d'un combat abstrait. En 2026, les syndicats se battront pour la démocratie, car c'est ainsi que les travailleurs et travailleuses garantissent leurs droits, leur dignité, leur sécurité et un avenir commun, nous dit Luc Triangle.
Donc je pose ici la question, pas du tout ironiquement, n'est-ce pas? Faut-il contacter, nous le Stras, Luc Triangle, qui est issu du syndicalisme chrétien, pour mettre en pratique leur programme en fédérant tous les collectifs et syndicats de TDS d'Europe et de Navarre? Syndicalisme d'affaires, syndicalisme de transformation sociale, syndicalisme révolutionnaire, syndicalisme réformiste, syndicalisme de lutte, syndicalisme jaune, syndicalisme chrétien, éco-syndicalisme, anarcho-syndicalisme. Les différents courants syndicaux sont impactés par l'idéologie d'une certaine conception du monde, art, économie, culture, droit individuel et collectif, avec une notion d'esprit ou de tendance qui, selon Marx, relève de la fausse conscience et de la mystification. Mais de quelle tendance relève le syndicalisme pute? À la base, on a des lois prohibitives et criminalisantes, des monopoles, des abus, de la morale, des enjeux sociaux, sociétaux et sanitaires, et au milieu de tout ça, des travailleuses et travailleurs. La barque est lourde d'oppression pour celles-là, mais aussi et par conséquent de revendications, et l'idéologie la plus virulente est du côté des non-concernés. C'est l'idéologie d'un monde sans travail sexuel, ou plutôt sans sexualité marchande, physique et même virtuelle, orchestrée par le mouvement dit abolitionniste, usant d'un champ lexical intentionnellement manipulateur des émotions et permettant ainsi l'élaboration d'une propagande nourrie de mensonges, d'injustices épistémiques, de faits divers et de conflits d'intérêts politiques et idéaux associatifs. C'est un néologiste à moi, idéaux associatifs. Le terme abolitionnisme faisant référence aux doctrines visant à éradiquer les conséquences les plus cruelles des systèmes de domination, esclavage, peine de mort et privilèges, le simple fait de l'utiliser dans l'opposition à la prostitution et au travail sexuel en général, crée de multiples biais émotionnels et un amalgame récurrent entre violence sexuelle, exploitation, viol et le travail sexuel. Si ces partisans promeuvent leur idéal dans les rapports hommes-femmes et même la sexualité entre les hommes et les femmes exclusivement, donc dans le monde genré binairement, du patriarcat agonisant, pour les travailleuses et travailleurs du sexe, il est question de leur droit à disposer de leur corps, leur droit au droit commun, leur droit à être et vivre légitimement par leur travail. Car la prostitution et tous les autres domaines du travail sexuel, pornographie, érotisme, danse, striptease, domination, TDS virtuel, on dit TTDS, fétichisme, etc., vente d'articles aussi, ne sont pas interdits en France. On a donc à l'intérieur de cette idéologie abolitionniste une autre idéologie, celle de la dinguerie, n'est-ce pas? La dinguerie néolibérale d'une société où tu dois te prendre en main constamment et te battre, où tu subis la déshumanisation liée aux nouvelles technologies et à la surveillance, le déclassement, la compétition, les inégalités, où selon le philosophe Jean-Philippe Pierron, les vulnérables entrent en conflit avec leur figure contraire qui est l'entrepreneur d'eux-mêmes. Cette dinguerie abolitionniste, c'est, en 2016, donner tous les feux verts aux travailleuses du sexe et travailleurs du sexe, tapins de rue et escortes pour prospecter via l'abrogation du délit de racolage et naguère et toujours nous autoriser au statut de travailleuses et travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs et nous redresser pour travail dissimulé en cas de non-déclaration. Mais créer un PV si on nous approche et maintenir les pires conditions de travail imposées par les réglementations sur le proxénétisme de soutien et hôtelier, ayant pour conséquence non la disparition du travail sexuel, mais l'inversion des rapports de force, la précarisation, l'augmentation des violences, la réorganisation de la prostitution avec des intermédiaires, donc avec des risques de profit et d'exploitation grâce à la situation prohibitive. La dinguerie abolo-progressiste, c'est de se comporter en groupe dominant pour s'emparer de la condition d'un groupe minoritaire en reniant tous les principes du progressisme. Propagande, domination, passage en force, mensonge, conflit d'intérêts, silenciation. C'est ce que notre groupe subit. Dans cet étau des idéologies, intérêts d'organisation du monde qui étrangle tout un pan de travailleuses et travailleurs que sont les TDS, dénoncer et se lever pour ces droits n'est pas une option pour nos deux invités
combative et combatifs. Et pour l'ensemble des TDS en lutte, des travailleuses et travailleurs du sexe en lutte, c'est une essence qui s'inscrit dans l'intersectionnalité des oppressions, racisme, trans, homophobie, sexisme, classisme, validisme et violence systémique, de sociétale à économique dans leur ensemble. Avec nos invités, comme pour beaucoup de combattantes et combattants et de nos adelphes, il n'est pas question de renoncer à un faisceau de valeurs et de droits fondamentaux, eux-mêmes inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés sans distinction aucune. Ni de se plier aux courants idéologiques sociaux lorsqu'ils enfreignent ses droits. Et c'est le point de départ, probablement, du syndicalisme pute français incarné par le STRAS, depuis 2009. Avec Cadine et Thierry, nous allons aux origines du premier syndicat du travail sexuel français, de ses batailles, de la situation actuelle et peut-être, si on a le temps, des perspectives. Cadine, bonsoir. Bonsoir. Thierry, bonsoir. Alors, on va faire comme d'habitude, on va pas parler de vous, puisqu'on va parler de syndicalisme, mais vous en avez l'habitude, puisque vous êtes... On en parle depuis un moment. Non, mais voilà, vous êtes militant, donc c'est d'abord le militantisme, et vous après. Mais bon, grosso modo, vous êtes tous deux quadras. Voilà. Tous deux activistes pour les droits des TDS depuis de nombreuses années. Et parmi les premiers acteuristes de la lutte au STRAS, et même à sa fondation. Donc, Cadine, tu es TDS escorte à Paris et ailleurs, des fois en tournée, on dit, à l'occasion des déplacements. Plus souvent à Paris. Et actuellement, tu es juriste au service juridique du STRAS, et tu viens même de passer SG, secrétaire général. Autre champ activiste ? Les bébêtes, non ? Oui. Beaucoup d'autres genres. Beaucoup d'autres genres de bipèdes et de quadrupèdes. Entre autres, mais aussi l'anticolonialisme, voilà. Les luttes féministes, les luttes LGBTQI+. Oui. Donc, voilà, tout ça. Je suis pas sûr que les gens ont compris pour la cause animale quand tu parlais des bébêtes. Mais si, j'ai dit l'antispécisme. Ah bon, pardon. J'ai dit okay. Oui, il y a l'antispécisme. Les luttes pour les droits des animaux. un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Études, des études, des diplômes, t'as fait des études, je suppose. Droit et sciences politiques. Droit et sciences politiques, voilà. Début TDS ? Il y a longtemps. Il y a un petit moment. Et tu as fait 25 ans. Et tu as fait moult jobs. Également. En dehors de l'activisme du TDS, tu as fait d'autres jobs. Oh Thierry, alors on ne te présente plus, mais on te présente encore à chaque fois, petite piqûre de rappel. Nous, TDS Escort à Paris, ancien acteur porno, et ailleurs aussi, parce que quand tu fais des déplacements, ça t'arrive, pour faire des traductions. Oui, tous les pays où de vagabonder dans les hôtels. Dans tous les endroits où je vais, en général, je rencontre des gens et je ne suis pas inactif sexuellement. D'accord. J'ai même fait l'amour dans des pays où j'aurais pu risquer 14 ans de prison pour 14 ans de prison. les actes sexuels que j'ai commis. Bien. Tu as une vie très dangereuse. C'est ça. Donc, tu es actuellement coordinateur plaidoyer du STRAS. Autre champ d'activisme. La lutte contre le sida. Je suis toujours membre d'ACT UP. J'ai rejoint ACT UP quand j'avais 18 ans, donc ça fait plus de 25 ans aussi. Ouais. Enfin, 25 ans. Après, lutte LGBT, féminisme, les questions des drogues, de la réduction des risques. Et puis, après, je pense que... Études. J'ai un master en histoire du genre. Histoire du genre. Et première passe. Alors, ça dépend comment tu définis. Parce que les abolitionnistes diraient que j'avais des conduites pré-prostitutionnelles déjà très très jeunes. Mais oui, c'est ça. Mais non, ma première passe à Porte Dauphine, je crois que c'était en janvier 2002, quelque chose comme ça. Je me rappelle qu'il faisait froid, c'était l'hiver, donc. Mais je crois que c'est ça. Après, je me trompe peut-être sur les dates. Mais... Puis tu as eu d'autres jobs.
J'ai fait beaucoup de jobs. Oui, en fait, j'ai commencé facteur parce que ma mère travaillait à la poste. Et donc, comme beaucoup d'enfants de postiers, j'ai fait les remplacements de facteurs l'été, les samedis matins et tout ça. J'ai fait serveur, barman, standardiste. J'ai bossé à la réception de Tétu. J'ai fait, je sais plus, enfin, je sais pas tous les trucs que j'ai fait, mais research assistant, comme j'étais à Londres à la fac. Très polyvalent. Et puis je fais aussi des traductions puisque je parle anglais, donc je fais un peu de traduction interprétariat, puis du travail de plaidoyer puisque voilà, même jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait pas mal de boulot, quoi. Voilà. Mais alors, donc malgré tous mes multitalents, je pense que c'est le travail sexuel que je fais le mieux. Oui. Voilà. Celui-là. Donc, allons-y pour De Strass, la genèse. Alors, on est en 2009. Les assises de la prostitution s'organisent. Alors, racontez-nous ces assises. Qu'est-ce que c'était ? Comment ? Pourquoi ? Avec qui ? 2009, c'était où ? Je pense que c'est peut-être utile de remonter même un petit peu sur la préparation. Les assises même ont été l'événement. Mais en 2009, on est dans le contexte de plus il y a 6 ans de LSI. Oui, c'est le 18 mars 2003, la loi Sarkozy sur la sécurité intérieure, dont le racolage passif, donc ça fait déjà 6 ans. Et je trouve intéressant de revenir. On s'est rencontrés dans le magnifique petit groupe qui s'appelait Les Putes. En fait, je pensais qu'on se connaissait avant, mais c'était. Oui, mais on n'était pas dans le même. On se racontera. Parce que t'étais au NPA à l'époque. Oui, tout à fait. Enfin non, à la STR, pardon. C'était encore même avant. Oui, mais c'était avant le NPA. Bon, bref, je sais plus. Mais non, surtout, c'était en 2002. Il y a eu un énorme mouvement pour contrer la loi de sécurité intérieure qui était annoncée, qui est très intéressant à documenter en soi, qui l'histoire le dit, on a malheureusement perdu, mais mine de rien, ça a été vraiment un moment de construction communautaire parce que comme tout moment d'organisation, d'auto-organisation, parce que ça a été réellement un moment d'auto-organisation, ça a donné un vrai élan et dans la construction j'aurais presque envie de dire de conscience de classe, en tout cas de conscience de groupe, en réaction justement à cette annonce d'une loi extrêmement répressive. Oui, et dans le TDS, qu'est-ce que ça changeait ? On passait de racolage passif à racolage actif ? Selon les circonstances, on passait d'une situation où il y avait une répression assez fluctuante, mais il y avait selon les endroits plus ou moins de répression selon les formes de travail. Il y avait le racolage actif qui pouvait être réprimé, mais il y avait aussi dans la pratique, il y avait quand même pas mal de. Il y avait ça pouvait varier quand même selon les lieux. On peut pas dire qu'il y avait pas de répression. Il y en avait évidemment. Il y avait évidemment de la répression sur d'autres, sur des sujets comme le proxénétisme, etc. Mais vraiment, la LSI a marqué un coup énorme dans le changement, à la fois dans une annonce et surtout dans l'ouverture vers une possibilité de répression assez importante. Lorsque la loi est passée, il y a eu, corrige-moi, mais moi je le dis comme ça, Thierry, il y a eu vraiment un coup de massue porté sur les personnes, sur le mouvement. Déjà parce que c'est une fois qu'elle est passée, mais tout simplement la contester était plus difficile. Et on était dans une situation, on va dire un champ politique ou associatif où il y avait des associations de santé communautaire, mais qui justement avaient la majorité l'intégralité de l'expression politique au public sur la question était d'un angle abolitionniste. Et les organisations communautaires
était relégué à une question de santé et de gestion interne qui n'avait pas la possibilité nécessairement, surtout avec à la fois on va dire la force le poids de l'idéologie abolitionniste et le poids de la rhétorique répressive. En gros, il y avait cette alternative-là. Il y avait abolition ou répression. C'était le seul champ et la seule espace d'auto-organisation. C'était l'associatif santé communautaire. Oui, d'accord. Peut-être la genèse. Tu veux peut-être parler de la genèse, de la raison pour laquelle. Et donc, dans ce schéma, dans cet espace, l'idée de créer un groupe. L'idée était de créer un groupe activiste, donc réellement sur le modèle de la formation, que tu connais bien, Thierry, que tu peux. De ACT UP ou des luttes queer et tout ça. Mais après pour le Stras, je pense que c'était d'essayer d'aller plus loin aussi, c'est-à-dire que effectivement, en 2002, il y a quand même eu un peu une sorte de renouveau, enfin je sais pas si on peut dire renouveau, mais en tout cas un sursaut de mobilisation communautaire pour essayer d'empêcher la loi Sarkozy. Et l'article sur le racolage passif, c'est l'époque où Claire Cartonnet était porte-parole du mouvement. Elle a eu quand même pas mal d'interventions à la télé. Il y a eu le 5 novembre 2002 devant le Sénat qui a été une journée de mobilisation assez importante. Bon, malheureusement tout ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est effectivement aussi parce que on n'avait pas vraiment d'alliés au-delà du champ de la santé, que les féministes à l'époque étaient à 80-90% abolitionnistes et donc elles faisaient des contre-manifs contre la nôtre pour dire qu'elles étaient contre le racolage, mais que quand même il fallait la procédure c'était mal et que voilà. Le champ pas pour te couper, mais le champ du féminisme n'admettait absolument pas aucune autre. Oui, puis c'est à l'époque où féminisme institutionnel. C'est l'époque où même parmi les nouvelles féministes qui arrivaient, c'était genre ni pute ni soumise. Donc rien que dans le titre du nom de l'association, tu vois que c'était contre nous. En tout cas, on n'a pas eu on a vraiment très peu d'alliés. Enfin, si, il y avait Femmes Publiques de Anne Souris et Catherine Deschamps qui ont essayé, mais bon, c'était très peu de féministes qui nous soutenaient, quoi. Donc, on était assez isolés. Effectivement, le mouvement, du coup, après le passage de la loi, il y a eu la répression quasiment tout de suite. Enfin, en fait, en réalité, même la répression a commencé même avant. C'est-à-dire que dès que Sarkozy a été ministre de l'Intérieur, il y avait déjà des descentes de flics sur les maréchaux. Moi, chez Port-Dauphine, j'étais contrôlé. En plus, j'avais une gueule, j'avais l'air d'un mineur, donc j'étais contrôlé 5 fois par soirée. Hein. Donc, il y avait quand même du harcèlement policier et mais qui lui a servi pour sa campagne, justement. Enfin, c'était exactement ça. Il lançait la loi à coup de. Il faisait c'était dans le contexte où Le Pen est arrivé au 2e tour. Donc, quand la droite arrive au pouvoir, ils y vont vraiment au bleu marine. Hein. Et c'était un peu ce que. Je crois que c'était un slogan de Sarkozy qui disait le bleu marine va revenir à la mode, en parlant de la couleur des uniformes des policiers. Voilà. Donc, je pense que c'était un clin d'œil aussi, peut-être. Je sais pas, non, Marine Le Pen n'était pas encore. En haut de l'affiche, mais moi je pense que c'est le début de l'ère préfasciste qu'on vit encore aujourd'hui. Hein. C'est une normalisation de la répression avec un test des entraves aux droits humains sur les populations clés plus fragiles, et petit à petit ça se généralise à toute la population. On commence par les putes, par certaines, les groupes indésirables. Ce qui permettait aussi de montrer une fermeté, une dureté. Enfin, c'était se faire sa pub sur notre dos aussi. C'était montrer à quel point le discours la ligne de l'époque était. Le discours de Sarkozy, c'était tranquillité publique, tranquillité publique pour sécurité pour les riverains. Et puis il y avait une instrumentalisation de la question de la traite, comme d'habitude, pour dire qu'il allait résoudre le problème qui évidemment n'a jamais été résolu. Oui, venons aux assises justement. Alors, oui, pardon. En fait, tous les 18 mars, chaque année, on faisait une manif et aussi des assises de la prostitution, donc en référence aux assises qui avaient eu lieu dans les années 70. Ouais. Et donc, chaque année, au 18 mars, c'était un peu l'événement pour rappeler que tous les ans, on s'opposait toujours à cette loi et maintenir cette opposition, parce qu'en fait, à part les putes, personne ne disait plus rien sur ce délit de racolage. Je pense que ça a été une stratégie qui a fonctionné. Parce que la gauche a été obligée, une fois arrivée au pouvoir, de remettre en cause ce délit de racolage. Parce que là, et là, pour le coup, tout le monde,
tout cas, toutes les féministes étaient d'accord pour dire oui, c'était une répression qui visait les femmes, qui était sexiste, que c'était interdire de l'espace public des femmes, que c'était en plus juger sur des tenues, juger indécentes, etc. Donc, tu avais vraiment tout le framework, le vocabulaire du sexisme, etc. Et je pense que c'est vraiment dû aux luttes des travailleurs du sexe. Sinon, je pense que ça aurait été passé aux oublis, tout le monde nous aurait oubliés et le délit de racolage aurait continué s'il n'y avait pas eu de mobilisation. Donc, je pense que c'est quand même une victoire du mouvement. Alors, certes, ça a été remplacé par la pénalisation des clients, mais je pense que c'est une étape. Et je pense qu'on va la subir pendant au moins 10 ans. Là, c'est le 10e anniversaire de la loi 2016 sur la pénalisation des clients. Revenons aux assises en 2009. 2009. La création du STRAS. Je le savais qu'il y aurait des bifurcations. Non, mais mais parce qu'en il y a cette mobilisation contre le délit de racolage, puis la pénalisation des clients, c'est un peu le cœur du STRAS en termes de mobilisation. Tu vois, donc 2009. Oui, c'est dans ce contexte-là. Et là où on a une plus-value, ce qu'on apporte, je pense, c'est qu'on veut aller justement au-delà de la question de la lutte contre la pénalisation pour la décrime. Et c'est-à-dire parler de travail et avoir une approche syndicale. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire les assises elles-mêmes, c'était un événement maintenant, mais ce qui est beaucoup plus intéressant à réfléchir et à raconter, c'est la réflexion et c'est la stratégie. L'idée, c'était oui, dans un contexte, parce que la LST a quand même donné lieu à une belle galerie des horreurs de l'art dans la répression, mais l'idée, c'était au-delà de dénoncer la répression ou les violences, d'aller plus loin. On demande des droits. C'est pas et ce n'est pas juste pardon de la trivialité de la manière de le dire, mais c'est pas juste arrêter de nous taper. C'est une vraie réflexion politique à la fois sur comment est-ce qu'on s'organise pour répondre à la répression, mais qu'est-ce qu'on revendique et qu'est-ce qu'on demande, et dénoncer toute la gamme. On n'avait pas l'intention de se contenter de juste dénoncer les pires des violences ou autre. Et pour ça, puisque justement politiquement, on ne voulait pas se placer dans l'idée de l'humanitaire ou de la condescendance ou la pitié ou ces postures de sauveteur que justement les abolitionnistes ont dans leur discours. C'est l'idée d'une auto-organisation non basée autour de la bonne volonté des gens qui voudraient bien nous octroyer quelques petits droits, si vous voulez bien, mais réellement de se poser dans la lignée précisément du syndicalisme. Le travail du sexe, c'est un travail. Notre activité, c'est un travail, c'est comme ça et donc l'idée lors des assises, c'était de rassembler autant que peut la communauté pour pouvoir discuter ensemble et s'auto-organiser, non plus dépendre de la bonne volonté de décideurs extérieurs, que ce soit politiques, scientifiques, chercheurs, etc., mais réellement faire émerger une parole de la communauté elle-même. Et du coup, mais de la formuler sous l'angle d'une lutte pour nos droits dans le cadre de travail, avec toute la spécificité qu'il peut y avoir sur le syndicalisme dans ce registre. Et donc vous étiez... alors, il y avait des personnes qui ne sont plus là maintenant, mais il y a eu des figures quand même, comme maîtresse Nikita, maîtresse Nujida, Morgane Merteuil, Cornelia Schneider aussi. Morgane arrivait en 2011, elle n'était pas en 2009. Mais je pense que c'est... Bon, chaque année, il y avait ces assises. On avait préparé un peu en ayant quelques ateliers au programme. Et effectivement, il y avait un atelier prévu sur le syndicalisme. Donc, on avait un peu préparé à l'avance. Évidemment qu'on l'avait totalement préparé. Oui, mais on ne savait pas ce que ça allait donner, en fait. C'est-à-dire qu'on espérait que la proposition de créer un syndicat prenne, mais on ne savait pas si ça allait prendre ou pas. Il se trouve que ça a complètement pris et que ça a très bien fonctionné. Cette année-là, c'était... ce qui avait un peu de nouveau aussi, c'est que... Il y avait qui comme groupe de TDS, comme Orga ?
Il y avait Femmes des droits des femmes du Bois de Vincennes. Il y avait le PAST avec Camille et le Bois de Boulogne, en gros. Le bus des femmes. Le collectif droit et prostitution. Droit et prostitution, oui. Droit et prostitution, oui, existait déjà. Oui, puisque c'est justement le contexte racolage. Et après, il y avait toutes les assos de province aussi, de région, pardon. Donc, Cabiria, Grécitis, etc. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'en 2009, Olivier Py nous avait ouvert les portes du théâtre de l'Odéon. Ouais. Alors, il y avait toute une anecdote là-dessus, parce qu'on avait fait une manif devant le Sénat, justement en novembre, pour l'anniversaire de la mobilisation devant le Sénat. Et comme le Sénat est juste à côté du théâtre de l'Odéon, il y a Olivier Py qui, comme par hasard, voit des putes manifester devant le Sénat à 2 pas de son opéra. De son... Oui, c'est ça. Du théâtre. Du théâtre, oui, du théâtre. C'est pas l'opéra, c'est le théâtre, pardon. Théâtre de l'Odéon. De l'Odéon. Oui, je confonds Odéon de opéra. Oui. Et donc, il dit « Ah, les putes, nanana, c'est super ». Bon, bref, tu vois le mec un peu artiste qui est très content de voir des putes manifester. Et puis, ils font « Mais qu'est-ce que vous demandez ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Et puis, à un moment donné, il dit « Ah, vous êtes le directeur de l'Odéon ? Ah, il faudrait nous ouvrir les portes, comme ça, on pourrait faire... » Il a dit « Ah, mais oui, tout à fait. On fait... » Et en fait, nous, on pensait pas qu'il allait nous rappeler ni rien, tu vois. Et en fait, quelques mois après, c'est 3 mois après, en gros, quoi, on a préparé les assises au théâtre de l'Odéon. Et donc, il y a eu l'annonce de la création du syndicat. Et c'était, comment s'appelle la journaliste je m'en souviens pas du tout. Je me souviens pas, qui est encore à la télé en ce moment, Laure Adler. Laure Adler qui animait en partie les débats et en tout cas le panel de restitution à la fin. Et en fait, il y avait une ambiance un peu mai 68, quoi. Je pense qu'il y a plu pas mal parce que ça part dans la foule, évidemment, les putes prenaient la parole et personne ne respectait les consignes. Donc, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que du coup, il y avait 200 putes qui étaient là de toute la France, qui étaient venues spécialement pour l'événement, et on a annoncé. Plutôt relatif. Et quand on a annoncé la création du Stras, je pense que ça a vraiment très bien pris. Et dès la première année, on avait 200 adhérents. Donc, quand les gens disent oui, les 2 fondateurs ce sont 2 hommes, etc. Non, pas du tout. En fait, on était 200 personnes. Certes, il y avait 2 hommes dans les 200, mais on était 200. Le Stras, pourquoi le Stras ? Alors, qu'est-ce qu'on a joué pour essayer de trouver les... Je pense qu'on cherchait un acronyme. On s'est dit qu'en allemand c'était la rue, que Strass était en référence. Ça faisait aussi évidemment référence aux bijoux. Bijoux, rue. Et puis on s'est dit syndicat du travail sexuel, ça rentre comme acronyme pour Strass. Et on s'est dit oui, Strass c'est bien comme. Parce que l'idée c'était justement ne pas être dans la complainte, pas dans le contrat. Oui, il y avait un côté classe. Oui, c'est ça. Il y avait un côté. La révolution en talons avec des strass et paillettes, avec le strass et des paillettes. Pas trop. Alors maintenant qu'on a parlé du début, on va faire une petite pause. On va écouter Dépêche Mode, Everything Counts, un truc punchy. Oui, alors on l'a retrouvé le direct ou pas ? Et oui, et d'ailleurs je veux remercier beaucoup Olivier qui m'a dépanné à distance. On avait un problème d'internet. Merci. Je voudrais m'excuser aux auditeuristes dans le podcast et voilà, et dire aux auditeuristes qu'ils peuvent nous suivre sur Twitch et sur YouTube parce que tout refonctionne et tout est bien. Et puis le podcast, on bidouillera le début et encore nos excuses. Voilà. Et du coup... Et dis-moi ce que je mets, Mylène. Eh bien, Everything Counts, des Dépêche Mode, parce que là, on va enchaîner sur la 2e période, après la naissance et la construction du Stras, il y a, badaboum, l'annonce de la loi 2016. Alors là, la barbe. handshake.
competitive world. Everything counts in large amounts. Nous revoilà. Et oui, on les connaît, les Dépêche Mode, et on s'est dépêché. Alors, là, c'est lutte contre la loi 2016, deuxième période, le chaos, la violence de la lutte. Alors, personnellement, je me souviens parfaitement du jour où j'ai appris le projet de loi de peine du client. J'étais rue Blonblon en train de discuter avec les collègues, et puis j'ai vu arriver de loin Thierry Schaffhauser accompagné de Macha. C'était pas Iris ? Non, Iris, c'était une autre fois où j'étais très en colère et je vous avais engueulé tous les deux. Il pleuvait. Oui. Et j'avais dit à Morgane, les petits sont venus nous emmerder alors qu'il pleuvait et que je m'étais engueulée avec un client, un connard. Oui. Bon, bref. Donc, passons. Moi, j'avais arrêté le tapin depuis 3 ans. Je venais de racheter un studio pour travailler. J'avais des projets de vie, des réparations personnelles très importantes à réaliser. Après 6 années de violence conjugale, j'étais enfin libre et je gagnais très bien ma vie. Je pouvais pourvoir à tous les besoins pour mon enfant. Et balaboum. Et vlan. Donc Thierry, tu débarques le blondel avec Macha. On est en septembre 2012, je crois. Quand ça a été annoncé. L'annonce, c'était le 25 juin 2012 dans le JDD par Najat Vallaud-Belkacem. Je m'en souviens parce que le 25 juin, c'est mon anniversaire. Ouais. Donc, j'ai eu un très bel anniversaire, évidemment. Ouais, super. Et septembre, oui, c'est la relance au niveau du Parlement, puisque, en fait, le gouvernement Ayrault n'avait pas envie d'en faire un projet de loi, parce que je pense qu'Ayrault ne soutenait pas la loi, mais les députés... je sais plus comment ça s'appelle, les Coutel et l'autre là, en ont fait une proposition de loi, et comme le PS à lui seul avait la majorité absolue, en fait en septembre on a eu une visite de courtoisie avec 2 députés PS. On a compris que
c'était vraiment pour faire semblant de nous écouter et que c'était mort. Quoi. C'était mort. C'était mort au niveau du groupe PS à l'Assemblée et donc. Mais par contre, ça a été. On a quand même réussi à rallonger la lutte de plusieurs années parce que on a réussi à la bloquer au Sénat en gros. C'est-à-dire que les sénateurs, par contre, on a réussi à les convaincre que c'était une mauvaise idée et du coup, ni le gouvernement Ayrault ni les sénateurs n'avaient envie de remettre à l'ordre du jour la loi. On espérait que ce soit mort dans les... Mais tu vas très vite, mais quand même, vous aviez vu à l'époque, vous avez demandé Najat Vallaud-Belkacem, ministre, c'était le premier ministère à l'égalité femmes-hommes, de la rencontrer et ça s'est très mal passé. En fait, avant même l'annonce, déjà, ça faisait des années qu'on luttait contre la LSI, contre la répression et contre l'État à l'époque de la loi. Bien avant l'annonce, en fait, on le voyait venir. Le modèle nordique était le modèle qui était poussé par les abolitionnistes. Et dans tous nos rencontres, nos manifs, nos débats, nos discussions, nos lobbying, etc., pour dénoncer les effets de la répression, on entendait, était souvent je n'ai pas d'exemple en tête, mais peu importe. La réponse qui était souvent apportée, l'alternative à la répression était, en gros, on l'a vu venir de loin. Déjà parce que c'était le modèle qui était activement poussé par tout le mouvement féministe mainstream institutionnel. Voilà. En tout cas, voilà, les partisans, les mouvements qui étaient partisans justement. Il y avait vraiment un. J'allais vous demander à cette annonce qu'est-ce qu'elle vous a fait parce que nous on a été sous le choc, mais vous l'aviez donc vu venir puisque vous étiez depuis. Je vais dire une connerie. Non, dis les conneries. On l'avait bien dit. On vous l'avait bien dit. En fait, ça a commencé en 2006. C'est-à-dire que c'est en 2006 que le mouvement d'Uni a adopté cette position. C'est-à-dire que l'abolitionnisme originel français n'est pas pour la pénalisation des clients. C'est une loi en 1999 en Suède et ça a mis quand même quelques années avant que les abolitionnistes français le reprennent. Et en 2006, il y a eu la Coupe du Monde en Allemagne et ça a été une grosse campagne médiatique de la part des abolitionnistes pour prétendre que 40 000 femmes allaient être déportées en Allemagne pour être des esclaves sexuels, qui était un gros hoax, mais qui a été repris par tous les médias. Peux-tu dire hoax, ce que ça veut dire c'est une intox, c'est un fake news. Voilà. Et ça a été repris par tous les médias comme si c'était une information avérée, sauf que évidemment c'est un truc complètement inventé. Il n'y a jamais eu de 40 000 femmes déportées pendant la Coupe du Monde. Elles auraient eu 20 cm² chacune, ça aurait été pas parti. Mais ça a été l'occasion pour le Parti Socialiste de l'adopter comme programme dans son... dans le nouveau programme du Parti Socialiste à partir de juillet 2006 et Ségolène Royal l'a repris dans sa campagne pour être présidente en 2007. Elle n'a pas été élue, mais par contre en 2012, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils l'ont, c'est ressorti tout de suite avec Vallaud-Belkacem, alors que Hollande parlait de responsabilisation des clients et pas de pénalisation, parce que c'est ce qu'on avait un peu réussi à obtenir du candidat Hollande, qui n'aille pas sur la pénat. Et qui surfait sur l'idée, sur les dénonciations des conséquences de la répression, en disant d'une manière de ne pas répondre à la demande de droit, mais détourner la dénonciation des violences. Disons, mais finalement on va continuer, mais qui est finalement une répression différente. Et à chaque fois, c'était basé sur des mensonges. Donc, premier mensonge sur les 40 000 femmes déportées en Allemagne pour l'adopter comme programme. Et deuxième mensonge, des 90% de victimes de la traite défendues par Vallaud-Belkacem, qui, à l'Assemblée et au Sénat, disait la prostitution, ce n'est pas qu'une représentation, la vérité, c'est ça. Donc, elle invente une représentation comme vérité. Et la vérité de la prostitution, c'est eux qui l'ont imposée en racontant n'importe quoi. Mais comme c'était répété par tout le monde, en tout cas, les journalistes ont juste fait des copier-coller du communiqué du gouvernement, sans jamais vérifier les chiffres, parce qu'évidemment, ils n'ont pas ça à faire, du coup, c'est devenu une vérité médiatique. Et toi, si tu dis, non, c'est faux, on te traite, toi, de négationniste. Donc, c'était assez compliqué, surtout que nous, on n'avait pas la parole. C'est en face, les opposants, c'était pas nous, c'était...
Elisabeth Lévy est causeur et son truc les 343 salauds. Donc du coup, c'était vraiment l'horreur, quoi, parce que t'avais d'un côté la parole sexiste, décomplexée, genre touche pas à ma pute, on veut aller. Si on n'a plus le droit déjà de fumer dans les lieux publics, on peut même plus aller aux putes. Enfin bon, tu vois, c'était vraiment très basique comme argumentaire. Et nous, on n'existait pas, tu vois. Donc on a vraiment été dépossédés de ce truc alors qu'on était les premiers concernés. Et donc voilà, oui, le contexte assez horrible et assez déprimant, oui. Bon, on a quand même, je pense qu'on a quand même réussi à résister, à lutter, à faire reculer le processus, parce que ça a quand même été bloqué 3 ans et demi quand même, 3 ans et demi, jour et nuit, hein, on en a chié 3 ans et demi. Ils pensaient sincèrement pouvoir le faire passer en 6 mois sans la moindre résistance, et finalement, bon... Il y a eu toutes les navettes. Il y a eu des navettes, il y a eu des... on a quand même fait des manifs où il y avait au moins 1000 putes dans la rue quand même, hein. Je me rappelle en octobre 2013, on était au moins 1000 putes dans la rue. Donc ça, je pense que ça a dû surprendre quand même, parce qu'ils s'attendaient pas du tout à ce que... Parce que pour eux, c'était les pauvres victimes qui sont des incapables et il faut les sauver, et on dirait juste merci de nous sortir de la prostitution. Et là, on disait fuck you, en fait, tu vois, donc... On disait fuck you, mais on disait aussi avec une vraie analyse politique, enfin, avec un vrai discours, et de toute la communauté qui se saisissait vraiment d'un texte de loi qui concernait littéralement nos vies. Et justement, donc, là, on a vu quand même, au travers de ce plaidoyer, de cette mobilisation, que nos adversaires principaux et les plus féroces, c'était les courants féministes, institutionnels, mainstream, féminationalistes, si on veut, ils étaient à gauche. Ce courant était à gauche. D'ailleurs, c'est une socialiste qui a porté la loi et l'a fait voter par ses consoeurs et confrères à l'Assemblée. Il y a très peu de votes, hein, tout le monde était absent le jour du vote, mais bon, principalement des gens de gauche, socialistes. Donc voilà, on peut avoir une analyse et compréhension de ce phénomène de marqueurs abolitionnistes plutôt du côté socialiste. Gauche, après, la social-démocratie, pour moi, c'est pas vraiment la gauche, hein, on le voit bien. On le sait au moins depuis 83 en France, voire avant, hein, mais non, après, je pense que il y a cette facilité de pouvoir se prétendre progressiste et féministe sur cette question-là, à un moment donné où les luttes féministes n'ont pas d'agenda politique, ou en tout cas c'est très restreint sur la question du voile et de la prostitution, donc ça montre vraiment l'absence de réflexion et de réel programme féministe. Et pour les sociodémocrates, c'est très pratique comme loi, parce que sur la prostitution avant même les VSS. Ouais. Oui, après, bon, la question du viol, c'est un vieux thème féministe depuis très longtemps. Après, effectivement, c'est avant MeToo, mais en réalité, on parlait déjà des violences avant MeToo. Hein. Mais en tout cas, je pense que pour le PS et cette gauche-là, c'était très pratique d'aller taper sur les clients, parce que c'était une façon de prétendre être féministe à très peu de frais, puisqu'il suffit juste d'envoyer les flics, et tu ne résous rien du tout, et tu prétends avoir un super bilan féministe, alors qu'en fait, t'as juste fait de la merde. Donc, mais je pense pour aller plus loin sur le côté analyse, s'il y a selon les courants, il y a une vraie question de défaut d'analyse de base idéologique qui joue. Que ce soit côté, on va dire, pour caricaturer, côté extrême gauche ou gauche, ça revient sur l'importance de l'idée de créer un syndicat et de parler et d'agir en tant que travailleurs. La spécificité du syndicalisme dans notre contexte, c'est que historiquement, normalement, enfin dans la majorité des cas, le syndicalisme va chercher à organiser les travailleurs vis-à-vis d'un patron, vis-à-vis du système capitaliste et de la mainmise sur les outils, sur les moyens de production, et que dans la théorie de gauche et d'extrême gauche, ou en tout cas syndicaliste historiquement, effectivement, il est difficile, il faut réanalyser, ça fait partie justement aussi du travail qui est important idéologiquement, enfin en termes de réflexion théorique qui importe que nous devons faire nous-mêmes dans le Stras pour s'approprier cet outil de syndicalisme dans un contexte où on n'est pas sur un lieu de travail organisé vis-à-vis d'un patron. On n'est pas le contexte de rapport de force n'est pas le même. Le contexte légal n'est pas le même.
C'est donc, le cadre légal n'est pas le même. Donc, c'était, si on peut, en gros, on a, dans les théories de Marx et on est assimilé au lumpenprolétariat et justement à ces franges exclues du mouvement des travailleurs. Donc, c'est donc toute la question du travail du sexe par rapport aux luttes syndicales n'était pas du tout vue sous le prisme travail, mais par rapport au prisme de faits sociaux mais qui nous dépossèdent de ça. Côté féminisme, c'est encore autre chose. En gros, quand on peut parler de féminisme mainstream et ça le féminisme bourgeois, il est pas nouveau. Systématiquement, le féminisme institutionnel a exclu les minorités à l'intérieur du mouvement féministe, que ce soit les femmes voilées, que ce soit les personnes trans, que ce soit les putes. Systématiquement, les droits des minorités ont été zappés. Ou en tout cas à l'époque c'est sûr que les féministes leaders ou qu'on entendait plus étaient effectivement putophobes, islamophobes, etc. quoi. Enfin bon, et on en a encore des restes aujourd'hui, hein, mais à l'époque c'était vraiment la majorité. Des quoi. restes. Non, mais tu vois, je veux dire, les années 90, c'est ce que tu vois, il y a eu Jospin qui est mort il y a pas longtemps, donc du coup ça, on a reparlé de Gazinski et l'histoire de la parité très binaire, très essentialiste, qui a aussi exclu la question de l'action affirmative pour les autres minorités. Donc on a parlé d'un universalisme qui était homme-femme, shabada-bada, mais en fait c'était aussi un truc anti-minorité. Et le Pax, en fait, c'est ça aussi, c'est le refus de l'égalité. On fait un contrat qui est où on accorde quelques droits, mais qui est pas l'égalité. Et donc parce qu'il y avait ce mythe de la différence sexuelle qui devait être préservé par beaucoup de ces féministes différentialistes ou universalistes qui incluaient, qui pensaient cette binarité comme universelle. Bon, tu vois, donc du coup, tu es dans cet héritage-là, tu es dans ce contexte-là. Même les féministes matérialistes en France étaient très anti-travail sexuel parce que Delphi, pour elle, le sexe avec les hommes, c'est quasiment du viol, donc voilà. Si elle ne dit pas carrément que ça l'est. Donc du coup, évidemment, la prostitution, en tout cas, ça a toujours été l'impensé. Alors que si tu poursuis la logique de l'analyse sur la division sexuelle du travail, sur justement le travail caché, le travail féminisé caché, etc., dans le cadre de la famille, etc., en fait, le travail sexuel rentrait très bien dans l'analyse, mais elles n'ont pas voulu l'inclure. Donc voilà, et à l'époque tu vois, c'était genre les chiennes de garde qui luttaient pour la représentation des femmes en politique. Donc c'était un féminisme qui favorisait beaucoup les bourgeoises, quoi. Il y avait mixité avec Clémentine Autain, mais pareil, qui était sur la critique de la publicité sexiste, sur des trucs de représentation. Mais la question des putes, c'était les abolitionnistes qui dominaient, quoi. Donc c'était assez compliqué, oui. Donc à l'époque, effectivement, beaucoup de moyens chez les abolitionnistes déjà en termes de des moyens, c'est matériel, mais des moyens aussi, les médias qui suivent la propagande, et puis un féminisme mainstream qui est très abolitionniste. D'ailleurs, ça a pas mal changé là. Les dernières manifs du 8 mars n'ont pas la même tronche que celle d'il y a 10 ans. Hein. Et on a perdu quelques batailles, mais on en a gagné, je pense aussi. Enfin, il y a une réelle évolution, réellement. Mais je pense que c'est grâce aussi au Stras qui a toujours développé un discours féministe, antifasciste, tu vois, sur la question des droits des migrantes aussi, ce qui n'était pas évident au début dans les moments plus des années 2000, il y avait quand même une partie du mouvement qui était, on va dire, raciste, hein. En tout cas, sur la question des sans-papiers. Mais ce qui était logique, parce que la LSI, c'est systématique, c'est complètement basé sur diviser la communauté avec le matraquage de l'idée que s'il y a de la répression, c'est à cause des migrantes. Et donc du coup, ça divise. C'est logique dans une situation répressive de vouloir diviser les communes, et que de toute manière, en réalité, la LSI c'était aussi grandement une loi
anti-immigration. Ah oui, bien sûr. C'était pour pouvoir. Mais je dis ça parce que je pense qu'à la création du STRAS, s'il y a un des sujets sur lesquels on a quand même on a imposé une ligne, c'était sur la régularisation des sans-papiers. Et sur la lutte antiraciste et pro. Parce que ça faisait pas consensus. Mais là, pour le coup, on a quand même. Je pense qu'on a vraiment. Et je pense que c'est ce qui fait aussi le résultat aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait qu'on se soit inscrit dans les luttes féministes, dans les luttes des classes, dans les luttes antiracistes, etc., je pense que ça nous a situés politiquement et que du coup le mouvement PUT aussi est resté sur cette trajectoire-là. En rajoutant qu'il y a aussi une construction qui était extrêmement importante à faire, qui est difficile encore, c'est que on est la communauté. Enfin, on parle de communauté, mais on parle d'une communauté qui avec toutes les multiples formes de travail différentes, avec le stigmate tellement important sur l'idée de prostituée que beaucoup de formes de travail, l'identification à cette même communauté n'était pas nécessairement, n'était pas du tout évidente, et donc l'idée, en dehors de, évidemment, inclure tous les pans de la communauté et les spécificités, il y avait aussi, de la même manière que tous les travailleurs et que le syndicalisme doit aussi, enfin, que ce soit le capitalisme ou la répression, a besoin de diviser, a besoin de créer de l'individualisme, et pour justement éviter que les gens se regroupent et s'organisent et voient leur intérêt commun. Donc c'était d'autant plus. Enfin, déjà c'est extrêmement. Et ce que tu décris, et souvent c'est ce que tu dis aussi, Mylène, sur le côté individualiste, où je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui souvent se disent moi je me débrouille toute seule, et le travail sexuel justement permet d'avoir une vraie indépendance économique, etc. Mais du coup, à l'époque, comme les féministes étaient très majoritairement anti-prostitution, je pense qu'il y avait beaucoup de TDS qui ne pensaient pas féministes, voire qui étaient anti-féministes. Je pense pareil sur le syndicalisme, c'était pas du tout perçu comme quelque chose d'accessible. Et je pense que maintenant, quasiment 15 ans, 20 ans après, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, enfin dans le mouvement en tout cas, tout le monde perçoit la lutte pute comme une lutte féministe et syndicale. Et ça, je pense que c'est vraiment un acquis du STRAS. Et c'est vrai que le deuxième acquis, un peu dans la même logique, c'est le rassemblement de toutes les formes de travail sexuel sous ce sigle TDS qu'on n'a pas inventé. D'ailleurs, c'est les jeunes générations qui ont, à partir de la traduction sex work, travail sexuel, qui avait un peu commencé dans les années 90 avec Claire Cartonnet et Camille Cabral, mais qui a été démocratisé avec le STRAS. Aujourd'hui, c'est tellement démocratisé que sur les réseaux sociaux, plein de gens se définissent comme TDS via cet acronyme que pour le coup nous on n'a pas inventé, et y compris des gens qui ne sont pas dans le travail sexuel classique dit prostitution, qui aujourd'hui devient même minoritaire, alors qu'à l'époque les actrices porno n'auraient jamais dit je suis travailleuse du sexe parce que c'était associé à la prostitution. Aujourd'hui, il y a une forme de solidarité même. Tu vois, j'en parlais avec Carmina il y a pas longtemps. Elle me disait que tu vois, qu'il y a des actrices porno qui prennent position contre la loi de 2016 alors qu'en fait ça les concerne pas directement, ou qu'à l'inverse il y a des putes qui vont dire faut arrêter avec la censure d'OnlyFans et compagnie. Enfin tu vois, en fait il y a une vraie solidarité qui se développe de plus en plus, et ça je pense que c'est aussi un acquis du STRAS. Je reboucle en arrière, mais puisqu'on parlait des assises, il me semble qu'on avait spécialement pendant les assises un atelier qui avait été prévu pour débattre de quel sigle, pas côté STRAS, pas côté syndicat, mais pour débattre du terme travailleuse du sexe. Et est-ce que il y avait tout un, et c'était pas, enfin il y avait un vrai débat. Oui, il y a des anciens, des tradis qui disent au moins prostituée, ça me convient mieux que travailleuse du sexe. Oui, il y avait je sais plus qui avait avancé la possibilité de professionnel du sexe. Travailleuse, ça a grincé à certains moments. Notamment pour des personnes qui voyaient le côté lutte des classes qui ne leur plaisait pas forcément. Bon, après, il y a différentes formes d'opposition, mais globalement, après, je pense que c'est aussi parce que il y a des habitudes de langage et que c'est pas c'était pas toujours politisé non plus comme opposition, mais c'est vrai qu'il y a eu un débat. Oui, non, effectivement, c'était pas toujours une opposition. Il y a aussi, enfin, il y a une toute évolution. Il y a forcément il peut y avoir des Alors, 3 ans de lutte acharnée.
L'affaire DSK fait que ça a remis à l'ordre du jour. Ça a bien enfoncé le clou aussi, cette histoire. Après, on a fait un recours au Conseil constitutionnel, échec à la CEDH. 2019. Et CDH, échec également. Alors ça, la CEDH, donc grosso modo, arrêtez-moi si je me trompe, donc valide la politique de la France sur la prostitution en prétextant que nos droits ne sont pas atteints, on peut tapiner, que cette question relève de l'appréciation du pays et des méthodes dans ce domaine, mais que la CEDH suit quand même de près les résultats de la loi sur le plan social, donc le fameux parcours de sortie, qu'en est-il, etc. Bon. Si je peux corriger un peu, ils ont quand même reconnu qu'il y avait une entrave aux droits humains, c'est-à-dire qu'ils considéraient que au regard de la lutte contre la traite, qui était aussi un argument constitutionnel, on pouvait entraver nos droits humains au regard de cet autre objectif constitutionnel. Donc la décision, c'était plus de dire il y a une marge d'appréciation pour les États de décider comment ils gèrent cette contradiction entre ces deux impératifs. Mais le fait il y a quand même une reconnaissance que oui, ça pénaliser nos clients, ça a quand même un impact sur nos conditions de vie et de travail. Et que c'est pour ça qu'ils demandent d'ailleurs à l'État de faire une évaluation. Et ça, c'est aussi dans le rendu. Bon, moi, quand même, je fais toujours la référence. Lorsque des prisonniers se plaignent de leurs conditions de vie dans les prisons, la France est condamnée. Oui. Mais lorsque les putes se plaignent de leurs conditions de travail, la France n'est pas condamnée. Voilà. Oui. Et là, il y a quand même... Il y a un problème, puis je pense que les juges de la CEDH, ils savent très bien que les chiffres sont quand même dans les rapports d'activité, même des abolitionnistes, des assos abolitionnistes, des assos tentés, et même dans les rapports de l'OIT, que la traite des êtres humains à 90% de la prostitution, ça n'existe pas. Là, c'est 20%, 17, 20%. L'avocat du NIE a même dit 99% devant le Conseil constitutionnel. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, il y avait Fabius qui écoutait en face, tu vois, je me suis dit, les mecs, ils vont réaliser que c'est n'importe quoi. 99%, pourquoi pas plus de 100% aussi, tant qu'il y est. Tu vois, mais le Conseil constitutionnel n'a pas eu l'air de... Ça n'a pas eu l'air de les chagriner. Non, même bien sûr que non. Donc du coup, y a eu un impact quand même sur le mouvement. Ça a quand même mis un coup d'arrêt au mouvement et aux mobilisations là, par rapport au militantisme. On avait beaucoup de mobilisations jusqu'en 2016-19, même après la loi, faire les manifs et tout. Là, la pandémie plus... Là, attends, bon, parce qu'il y a eu le Covid, ça a été la pire période. Covid, là, ça a mis... C'est surtout la vague de suicides qui a vraiment cassé. Des suicides, des précarisations, il y a eu tout un tas de tragédies. On a vécu... la mort de Maya et de Mathilde en particulier, tu vois, 6 mois d'intervalle. C'est vrai que ça a été une période très dure. Ouais. Moi, je pense que sur le coup de la CEDH, ça a été un peu un double coup parce que certes, moi, je pense que le rendu de la CEDH, on s'y attendait en partie quand même. Donc ça, certes, c'est un coup, mais je pense qu'on pouvait voir. Mais par contre, je pense qu'il a fait le plus mal, c'est que l'intersyndicale de tous les syndicats, donc de représentants des travailleurs, fasse un communiqué commun pour se réjouir de cette décision. Et là, c'est un peu une forme... Je pense que ça fait plus mal à la communauté parce que c'est comme si notre propre classe nous trahissait. Ou s'attaquait à nous. C'est-à-dire que des juges bourgeois de merde s'opposent aux droits des putes, c'est logique, c'est des juges. Mais que des syndicats s'opposent à nous, je pense que ça fait plus mal. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis... Quoi? Parce que tu joins l'attitude à la parole, ça fait plus mal et d'un seul coup. Ah, parce que je me touchais le cou. Oui. Non, on l'entend déglutir. On entend tirer déglutir. Ça fait mal. Il y a des suites possibles, de toute façon, des ripostes juridiques, autres instances de droit et travail international. Bon, là, c'est dur parce qu'il faut travailler soi-même avec ces instances-là. Ou création de cas de jurisprudence, possible aussi. J'ai deux questions c'est deux questions séparées. Ce serait. Oui, mais ce sont des choses difficiles. Mais en attendant, de toute façon, en ce qui concerne la loi, là, nous,
au niveau syndical, on va pas changer grand-chose sur ce qui est juridique, les dispositions de la loi, à part donc si quelqu'un veut bien de députés. Là, la voie judiciaire, elle est c'est fini. Mais on avait entamé cette voie de stratégie judiciaire parce qu'on savait que le Parlement s'était bloqué. Mais là, en fait, il y a quand même un renouvellement du Parlement depuis et qui va encore continuer. L'année prochaine, il y a encore une élection. Moi, je pense que cette loi finira par être modifiée parce que... Modifiée, oui, mais franchement, je pense que personne n'est assez courageux dans les politiques pour vraiment décriminaliser totalement. Alors, je ne sais pas. Moi, ce que je crains, c'est que si c'est les fascistes... C'est plus des questions de rapport de force que de courage. Moi, je crains qu'on risque d'avoir des fascistes qui vont nous faire une décrime nationaliste en expulsant... C'était déjà annoncé en décembre, là. C'est pour ça que je dis ça. Bon, mais après, on verra bien. Mais moi, je pense qu'il y aura un problème à devoir, du coup, être très clair sur l'antifascisme et sur le fait qu'on ne veut pas d'une loi qui criminalise les migrantes, quoi. Et après, est-ce que la gauche aujourd'hui est capable de revenir sur cette loi ? Je pense que pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais en tout cas, je pense qu'à long terme, cette loi ne peut pas tenir puisque les preuves s'accumulent de jour après jour sur son inefficacité au regard des objectifs officiels affichés, c'est-à-dire que ce soit sur la lutte contre la traite, l'exploitation des mineurs, enfin tous les trucs qui étaient censés être comme quand Sarkozy avait fait la même chose. Enfin, c'est toujours le même prétexte, hein. Et à chaque fois on voit bien que non, ça ne fonctionne pas, même ça empire le problème. Donc à un moment donné, quelqu'un d'un peu sérieux qui se penche sur le truc voit bien que non, cette pénalisation des clients, il y a pas la prostitution n'a pas été abolie en France, il y a même plus de prostituées qu'avant. Donc on n'est pas obligé de faire une pause parce qu'on a beaucoup à dire là. Donc du coup, le syndicat du travail sexuel et la lutte des TDS sont bien trop récents et exclus des cadres économiques et légaux formels pour établir une étude chiffrée comparative historique, mais nous pouvons avancer au vu des adhésions, mobilisations, diverses formes d'engagement. D'une part que le taux de syndicalisation des TDS équivaut à celui des autres secteurs, à peu près entre 2 et 10% selon les secteurs. D'autre part que ce taux est en chute aussi, donc pour le travail en général c'était 50% dans les années 50, maintenant c'est taux de syndicalisme global 10%. Le rapport de recherche de l'UNSA et de l'IRES de 2021, le syndicalisme au tournant du XXIe siècle, questionne: faut-il interroger la capacité des syndicats à faire adhérer des salariés mieux formés ? Celles-ci ou ceux qui se sentent-ils en capacité d'agir par eux-mêmes pour défendre leurs droits ? Agir par soi-même pour défendre ses droits, ça c'est une question intéressante. Craignent-ils davantage une dégradation de leur image et de leur situation professionnelle si elles sont syndiquées ? Ça, on a ce problème typiquement dans les danseuses dans les cabarets. Agir, se syndiquer, faire des... Ah oui. Considèrent-ils les messages syndicaux comme inadaptés à leur niveau ? Si. Faut-il envisager des organisations avec différents cercles de militantes en fonction de leur degré d'engagement ? Donc, si les plus forts taux d'adhésion syndicale en Europe correspondent aux systèmes syndicaux qui tient le plus fortement l'adhésion au service, les analyses montrent également d'élimination du nombre d'adhérents. Alors, côté travail sexuel, beaucoup de collègues ont une approche de résistance ou d'engagement qui se situe davantage et principalement sur un plan existentialiste et ou économique. Alors, que diriez-vous à une TDS qui a des réticences à s'engager dans la lutte ? Ça, c'est quand on est... quand on drive un syndicat, c'est toujours comment... alors, il y a cette notion de conscientiser et d'amener les personnes à réfléchir à leurs conditions et de s'engager pour essayer de changer les choses. Mais qu'est-ce
qu'est-ce qu'on peut dire à part ça? Une fois qu'on a dit ça... Je reviendrai peut-être juste pour mentionner, rebondir sur ce que tu as dit juste avant. Ouais. Et par rapport à ce que tu mentionnais en tout début en introduction sur les différentes formes syndicales. Et il y a aussi une particularité de notre lutte, de la situation du Stras. Tu l'as mentionné, il y a le syndicalisme de lutte, il y a le syndicalisme révolutionnaire, il y a du syndicalisme. Si on compare avec les autres branches du travail, il y a en gros 5 syndicats principaux qui ont des politiques différentes, qui ont des postures différentes, qui ont des objectifs variés, on va dire. Pour les travailleuses du sexe, j'aimerais qu'il n'y ait pas le monopole, qu'on n'ait pas le monopole du syndicalisme. En gros, au sens déjà la difficulté de s'organiser en syndicat dans notre travail est déjà est encore telle que le Stras va se positionner sur cette théorie syndicaliste, et que évidemment à l'intérieur de la communauté il va y avoir des postures, des positions, des avis, des avis différents sur quel rôle doit avoir le syndicat. Ce serait génial s'il y avait plein de syndicats différents qui pourraient représenter ces différents courants, qui permettraient justement de montrer aussi la pluralité de la communauté. Ça va finir par s'ouvrir. Mais ce sont des mondes à part, évidemment. La stripteaseuse, la pute de rue, l'actrice porno, etc. On parle de ça en tant que branche ou forme de travail, bien que ça joue, mais en termes de manière d'utiliser le syndicat, de posture politique et de stratégie du syndicat, et de philosophie, d'idéologie, je pourrais dire. Les apéritifs, ça plaît. Évidemment. Bon, les DJ sets aussi. Mais on va en parler parce qu'on va faire des agoras là, le 12 avec DJ set après. Bon, oui, c'est vrai que... disons que je remonterais sur cette idée de différents degrés d'engagement. Au-delà des degrés d'engagement, je pense qu'on fait... déjà, sur le plan individuel, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Donc, c'est déjà c'est moins une question de remettre ça sur l'individu, mais de justement essayer de mettre en commun nos forces, mais aussi les différentes positions, les différents avis, les différentes... moi je dirais déjà de base, tu es travailleur, tu te syndiques. Non mais c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que soyons simples. C'est comme l'autre qui dit allô, tu as des cheveux, tu as un shampoing. Là, tu es travailleur, tu te syndiques. C'est une question de survie de classe. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un contexte capitaliste, néolibéral. On subit des matraquages, d'attaques, on se fait éborgner en manif, etc. La moindre des choses, c'est de défendre la dignité de son appartenance de classe. Oui. Bon, et quand tu es travailleur du sexe, en réalité, les gens peuvent avoir déprimé, tout ce que tu veux, mais en réalité, je pense que là, on a quand même plus de 20 ans de lutte, voire on a 50 ans de lutte même en France. Les choses vont être de plus en plus accessibles. En réalité, le Stras a déjà gagné pas mal de choses, que ce soit au niveau de la protection sociale, le service juridique, le fait qu'on arrive à faire condamner justement, alors service juridique, c'est quand même... on a réussi à faire condamner des flics pour viol de collègues, on a réussi à faire sauter des arrêtés municipaux, alors oui, certes, on n'a pas réussi avec les CEDH, mais il y a quand même des victoires sur ces années de lutte. À un moment donné, la question du droit du travail, ça va arriver. Même là, on parlait des différents courants syndicaux. Dès qu'il y aura la décriminalisation, tous les syndicats mainstream finiront par ouvrir des branches sex work, comme ça existe dans les autres pays. Et là, on est déjà en discussion avec des camarades de Solidaire, etc. Il y a déjà Solidaire Informatique, Sud-Éduc, il y a des gens quand même qui commencent à dire oui, effectivement, on peut plus exclure toute cette catégorie. Parce que là, en plus, l'industrie du sexe, on voit bien que c'est un vrai secteur économique. La question, on parle de l'ubérisation, mais OnlyFans, c'est exactement le même problème que Uber.
Donc, en fait, à un moment donné, il y a un intérêt, il y a une prise de conscience qui est même au-delà de l'industrie du sexe, parce que les gens voient très bien ce qui se passe. Et en fait, c'est accessible. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux collègues, c'est que la lutte, ça marche. Et il n'y a rien d'autre qui marche. Donc, si vous n'essayez pas, vous êtes sûr de perdre. Par contre, collectivement, et je pense que c'est ça aussi le cœur du truc, c'est que on peut avoir une résistance individuelle, mais ce qui fonctionne le mieux, c'est l'organisation collective. Et ça fait, et en plus, on est le pays de la Révolution française, etc. On a des preuves historiques que ça fonctionne. Donc, en fait, à un moment donné, oui, il y a des choses qui peuvent être dures dans les luttes, etc. Mais il y a que comme ça qu'on progresse. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'il y a des vraies victoires à obtenir. Et moi, je pense que sur la sémantique, sur la terminologie, on l'a dit, tu vois, effectivement, maintenant, travail sexuel, TDS, c'est acquis. Et plus ça va aller, plus on va avancer. Et là, je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, qui va gagner. C'est-à-dire que nous, peut-être qu'on verra pas les bénéfices de la décrime, ok. Mais je pense que... Et en fait, il y a d'autres modèles de lutte. Tu vois, les luttes LGBT, il y a plein de gens qui n'auraient jamais cru que ça irait aussi vite. Ouais. À l'échelle d'une vie, tu vois, mais je pense que les sex workers, et en plus, on est un mouvement international. Ça aussi qui fait qu'on va gagner. C'est qu'on n'est pas, et il y a des victoires. La Belgique, qui aurait cru que la Belgique décriminalise? Et en fait, c'est juste les pays voisins. Donc en fait, on a même des modèles à côté de nous qui montrent que oui, ça fonctionne. Là, tu vois, on parlait de la requalification pour viol des personnes, des mecs qui payent pas, etc. La Belgique vient de dire un client qui ne paye pas peut être condamné pour viol. Oui, c'est ça. Le droit du travail maintenant est reconnu en Belgique. Enfin, tu vois, donc il y a quand même des choses qui avancent. Et je pense que ça vaut le coup. Non, puis quand tu luttes, tu rencontres de belles personnes, quand même, les rencontres que tu fais, les moments que tu vis, ce sont des choses, les moments sont forts. Ça te construit, et ça te rend plus fort aussi, justement, de partager ces moments-là et de lutter ensemble. Donc, du coup, toi, Thierry, tu fais le plaidoyer, mais ça fait longtemps que tu fais du plaidoyer, que ce soit en salarié ou bénévolement. Tu adores ça. Tu aimes ça, tout de même, plaidoyer. Je sais pas si c'est... Enfin, en tout cas, je sais faire. Après, moi, j'ai l'impression que, tu sais, c'est... Oui, tu peux avoir Tu préfères aller manifester dans la rue, ça, je suis sûr. De deux actions, tu préfères manifestation alors, ça dépend, parce qu'aujourd'hui, j'ai peut-être moins d'énergie aussi et que je fais beaucoup moins de manifs qu'avant. Mais par contre... non, mais... Je peux avoir du plaisir dans le militantisme, mais le militantisme ces derniers temps, c'est pas toujours si simple non plus. Et c'est vrai qu'il y a aussi un contexte général qui est un peu déprimant aussi, parce que moi j'ai très peur de l'arrivée du fascisme, parce que demain, si on perd le droit au séjour pour soins, si on perd l'aide médicale d'État, si on perd le droit du sol, il y a quand même des choses il y a beaucoup de TDS qui vont mourir. Parce qu'à un moment donné, si tu es expulsé dans un pays où il n'y a pas de médicaments, surtout en ce moment avec la crise du pétrole et tout ça, enfin les guerres et compagnie, enfin je sais pas où on va, mais ça me fait assez peur. Et je pense que d'ailleurs les luttes putes ont un rôle important à jouer dans cette lutte antifasciste. Parce que on est au cœur, et bon, ça c'est peut-être qu'on va en parler avec notre événement du 12, mais la critique du fémonationalisme, nous on peut la porter, parce qu'on sait ce que c'est que d'être enfermé dans un statut de victimité offert par les néolibéraux, mais qui est dépossédant, parce que c'est ni la justice, ni la police, donc les appareils répressifs de l'État, ce sont des fausses protections. En tout cas, ça fonctionne peut-être pour les bourgeoises. C'est tout à fait bien dit, c'est très bien dit. Pour les putes, ça ne fonctionne pas. Tout le monde comprend. Et en fait... ça renforce un appareil répressif qui, en fait, ne vise pas à nous protéger, qui vise à criminaliser des populations indésirables. Et on sait très bien qui est visé en ce moment. Et nous, les putes, on refuse de participer à ce fémonationalisme et à cet homonationalisme-là. Voilà. Bravo. Cadine au service juridique, donc il y a... Tu reçois des mails, c'est pas très ragoûtant, hein. Il y a des cas, plus ou moins à différents niveaux, mais c'est... Il y a encore beaucoup de violence dans la communauté. On subit encore énormément de violence, il y a encore énormément de difficultés à pouvoir les dénoncer. Il y a harcèlement, encore énormément problèmes de séparation, les la liste des discriminations, des violences, elle est encore longue, et la difficulté en tant que TDS à pouvoir
se Il y a défendre. des biais même chez les juges. Il y a des biais partout. Ah bah. Partout, même Il y a chez les des biais juges. partout. Il y a des biais dans tout le processus d'accès au droit. Il y a des biais. Il y en a des légaux fixes. Et il y en a dans tout le processus. Donc, sans aller dans les détails, l'idée c'est que non seulement le fait, c'est un besoin en soi de réussir à dénoncer et à faire évoluer les choses, que par justement la répétition des procédures par justement l'expertise et la dénonciation concrète des situations où le droit commun, où il y a un traitement différent, et il y en a nombre encore, ça te permet aussi de justement les dénoncer, les réduire, et de répondre aussi tout simplement à un besoin qui est absolument nécessaire pour nos l'écoute aussi, consoeurs. et le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui tu peux dire voilà ce qui m'arrive et qui va voilà, c'est safe à Mais 1000%. là, je voulais rebondir parce que là, il peut y avoir une forme de contradiction dans ce qu'on raconte, c'est-à-dire que oui, on utilise aussi la stratégie du droit, mais on n'est pas naïf et on sait aussi les limites. C'est-à-dire que évidemment que voilà, s'il y a des collègues qui veulent porter plainte suite à une agression, etc. En tant que syndicat, on va soutenir, on va essayer d'obtenir l'accès à la justice, l'accès au droit. Mais on sait aussi toutes les limites que ça peut représenter. Et en tout cas, on voit bien, rien que par rapport aux indemnisations des victimes, on voit bien que les putes sont systématiquement moins indemnisées que la population générale des femmes dites normales qui sont pas putes. Donc, et on voit bien qu'au niveau du refus des plaintes, on a encore un cas juste récemment où ils veulent requalifier en agression sexuelle, etc., juste parce qu'elle est pute. Bon, bref, on voit bien. C'est très très fréquent. Et donc, si tu veux, je pense que le droit, c'est un outil. C'est un outil qu'on va utiliser parce que on prend les armes qui sont à notre disposition et voilà. Mais par contre, on sait aussi que c'est un outil d'un système qui nous est défavorable. Et je pense qu'il faut aussi penser en termes de rapport de force plus général. Et quand on a parlé d'autodéfense féministe, c'est aussi parce qu'on sait que le droit n'est pas toujours la bonne réponse. En tout cas, c'est pas un outil qui fonctionne toujours. Et donc, le fait de voilà, des trucs bêtes comme la réappropriation de l'insulte, le fait de pouvoir s'imposer dans l'espace public, le fait de savoir se confronter aux clients, de savoir se défendre, et tu vois, parce que des fois, je trouve qu'il y a des courants féministes qui vont être beaucoup justement dans ce statut de victimité qui va fonctionner pour certaines personnes, mais qui en fait est enfermant, dépossédant et qui en général ne fonctionne pas, voire qui sert justement à notre agenda. Mais pour moi, c'est un truc néolibéral en fait. Et c'est là où, si on est dans une question de rapport de force, rapport de pouvoir, c'est de dire on est des combattants. On a le droit de se défendre. On n'est pas obligé d'être enfermé dans ce script de je suis figé, je suis sous emprise, je suis dissocié. Tu peux aussi te défendre. Et je pense que nous, les putes, on a cette expérience-là. Parce que c'est notre vécu, en fait. Nous, on est en première ligne du patriarcat et du capitalisme, quoi. Et je pense que cette notion d'autodéfense, elle mérite d'être développée et d'être... comment dire, c'est peut-être même un modèle dans les luttes. Pour remonter sur le côté autodéfense, c'est aussi ça fait partie aussi de l'empowerment. C'est-à-dire qu'il y a une telle diffusion de fausses informations, d'idées qui valident l'idée que on aurait moins de droits. Contredire ça explicitement et en pratique, c'est aussi une manière. L'idée n'est pas nécessairement d'apporter. Ça arrive encore. Vous avez le droit d'être là ? Oui. Par contre, toi, t'as pas le droit de exactement. Et avec, il y a non seulement, effectivement, il y a les deux pans qui sont pas contradictoires, qui en fait se complètent. Il y a l'idée de dénoncer les discriminations légales qui s'appliquent,
refuser ou d'exiger l'accès au droit et de pouvoir collectivement ou vraiment soutenir autant qu'on peut lorsqu'il faut les revendiquer, mais aussi d'utiliser la connaissance du droit et la connaissance de ses droits comme outil d'empowerment de la communauté pour justement pouvoir se défendre. Oui, on le voit surtout dans la rue. Dans la rue, les collègues viennent me voir. Bon, dis donc, il paraît que, est-ce que c'est vrai ça ? Parce que c'est même les flics qui viennent raconter des conneries. Bah oui, bien sûr. Ça permet de pouvoir soit parce qu'ils ne savent pas, soit intentionnellement, ils savent très bien qu'ils se racontent des conneries, mais bon. Alors, c'est toujours la question de savoir ses droits, ça vaut pour tout le monde, mais nous, particulièrement, dans nos activités. Alors, le temps passe. Franchement, on pourrait faire encore 3 autres émissions. Et si vous voulez continuer un peu sur YouTube ou Twitch, ça sera enregistré, on pourra tout mettre. Hein. Je vais devoir rendre l'antenne à minuit, donc effectivement, c'est dans peu de temps. Et donc, ça sera enregistré, mais avant de rendre l'antenne et si on... rendez-vous du 12 avril, je suppose que tu veux en parler. Oui, justement, c'est ça. Moi, je voulais parler de... alors, demain, la parole errante à 18h30 à Montreuil-Palais-Orléans, et la présentation et discussion du livre Coup de pute de Juno Mark et Molly Smith, traduit par notre camarade Nel, et qui le présentera. Nel qui est aussi au Stras. Et dans la soirée, il y aura le Pepper Slot qui fera ses performances avec Charlie et Violente Violette qui sont déjà venus ici. Donc ça sera au Doc dans le 19e à 20h30. Et nous, on a donc autour de la loi pour les 10 ans, on fait le Stras organise donc les Agora Pop TDS le dimanche 12 avril à 14h30. Dès 14h30, on vous accueille au Doc dans le 19e. On fait 2 Agora sur l'organisation des TDS en lutte et les enjeux du syndicalisme et l'analyse des luttes putes comme modèle de lutte anti-libérée et antifasciste avec un focus sur la résistance à l'assignation à la victimité. Et suivi donc un peu de détente, de apéro, DJ7. Peut-être je ferai un petit jeu, je sais pas. Un quiz quirky, je vais inventer un truc. Et puis lundi 13, mardi 14 avril, présentation d'une PPL des crimes au Sénat et à Sciences Po, rédigée en collaboration universitaire et communautaire TDS, et présentée par la sénatrice Anne Souris au Sénat, c'est ça. Pour cette PPL, et là on n'a pas le temps d'en parler, mais bon. Oui, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Je sais pas si ça passera le bureau du Sénat, mais bon. Oui. Bon. Alors, merci, c'était super clair. Je sais pas si je peux me permettre. Vas-y. Mais en fait, je trouve que vous êtes pilote par rapport à une pathologisation de beaucoup de personnes dans cette société. Voilà, j'avais juste envie de dire ça. Et qu'on peut aller glaner dans vos luttes d'autres luttes. Beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Dites donc, vous voyez où dans 10 ans tous les deux? Oula. Alors, à chaque fois, tout le monde souffle quand je pose la question. Moi, j'arrive pas à savoir où je serai la semaine prochaine. Non, mais moi, c'est un peu le même problème. C'est vrai que je sais pas. Toujours en lutte, de toute façon. Oui. Et tous les ans à Noël, on va te dire, mais tu fais toujours la même chose, c'est ça? Je vais vite raconter mes Noëls en famille parce que c'est pas. La prochaine fois, on fait ensemble. Oui, voilà. On part en Irlande. On fait pas Noël. Non, mais après, moi, j'ai du mal à me projeter dans le futur. Peut-être que si je vivais à la campagne avec une poule qui s'appellerait Cocotte et qui ferait des œufs véganes. Oui, voilà. des œufs véganes. Non, enfin, en tout cas, qui ne sont pas issus du productivisme, puisqu'elles seraient... voilà. Chouchoutées dans le qui ne seraient pas véganes, évidemment, mais en tout cas, voilà, qui ne seraient pas des œufs en batterie. Voilà. Ah bah non, ça pas le temps. Enfin, oui, tant qu'on sera là, on sera en lutte.
Non, mais après, moi, je pense que je suis militant depuis que je suis adolescent parce que j'ai toujours eu cette idée en moi que il faut militer, il faut lutter pour vivre, parce que le simple fait de dire je suis, c'est un acte militant. Ouais. Et ça crée des conséquences. Donc, si tu dis je suis pute, je suis pédé, je suis usagé de drogue, machin, qui sont des trucs basiques identitaires, ça crée des discriminations, ça crée des réactions, ça crée. Et du coup, et moi, je peux pas vivre dans le placard. Je peux pas. Parce que sinon, parce que surveiller ma voix, surveiller ma démarche, surveiller, je ne peux pas. Donc, à un moment donné, j'existe dans l'espace public et il va falloir faire avec. Surtout change pas. Mais je ne peux pas changer. Donc vous allez devoir subir, hein, et on continuera à gueuler jusqu'à notre mort. D'accord ? Oui. C'est ça qu'on a appris à Act Up aussi. Voilà. Oui. C'est que même si on gagne pas, au moins on se sera battu et on aura gueulé et vous aurez subi notre colère. Oui. Voilà. Oui. Oui, mais ça. Bon, ça fait plaisir à Coco, je pense aussi. Non, c'est super. Je sais pas si c'est super, mais bon. Dans une période où beaucoup regardent le sol. Il faut qu'on dise au revoir. Il faut garder effectivement relever la tête et relever le regard. Cette dignité, non, mais je vais me faire gronder. Je dis pas au revoir aux auditoristes qui eux sont en 93.1 et qui ne sont pas sur le YouTube parce que ça va couper à minuit pile dans 30 ans. Merci, chers auditoristes. Qu'est-ce que je mets comme musique ? Merci. On va mettre Laurel Massé, la drama sur la liste, liste drama de Thierry Schaffhauser. Voilà. Et puis voilà, la prochaine fois Non, ça c'est pas du tout Laurel Massé là, ça c'est le Rapper's Delight de Cadine. C'est le Rapper's Delight de Cadine. Chers auditeurs, on se retrouve le jeudi 7 mai normalement. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est ça ? Ah non, mais ça c'est une version de... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? En tout cas, c'est... Non. Ah non, c'est une autre version. On ne connaît. Mais pourquoi pas ? Bon. Non, moi j'avais choisi la version très drama où tu sens la souffrance, même les choristes souffrent. Je voulais te dire que je t'attends. Dans un truc très romantique. Mais c'est vrai que c'est une version curieuse. Mais elle est pas mal. Elle est pas mal aussi, ouais. Ouais, bon, c'est... France, 5 ans. Bon, je crois que les auditeurs de la FM sont partis, mais c'est pas grave parce que ceux de YouTube et de Twitch peuvent continuer. Oui. Ah bon ? Non, mais qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une version quitté. À la... Comment elle s'appelle à la base, c'est Jonas, mais ça a eu plein de reprises. Oui, je voulais te dire que je t'attends. Ah bah oui, mais ça c'est... On parle de la décrime. Bah, on peut parler du client, on peut parler... oui, ça peut être métaphorique sur pour celle qui est dans le... de la décrime. J'attends la décrime si longtemps. Ouvragé pourtant. Oui, non, mais qu'est-ce que c'est que cette version ? Oui, c'est une version un peu... Une version à la... comment ça s'appelle ? Je trouve pas le nom. Mais on nous entend encore là ou c'est... Oui, on est encore sur... Mais YouTube, oui, vous êtes sur... Voilà. Mais on peut... Bien, maintenant, on va aller se sustenter. Se sustenter, hein. Le monde... La coquine. Cadine, tu coquines. Moi ? Oui, parce que t'as entendu sus tout de suite. Voilà, le petit sourire canaille. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Qu'est-ce que ça passe vite. Il y a de bonnes compagnies qui se quittent. Que je m'en vais. C'est que je t'attends. À bientôt. Oui, à bientôt. Bisous. Bisous. Au revoir. Allez. Merci. Je suis sûre que c'est... Non, c'est trop.
c'est 22h39, on a fait 1h30, mais c'est vrai que ça passe vite puisqu'on va On a même pas fait la pause du rappeur Delight. On la mettra après. On avait trop de trucs à dire. Mais non, En même temps, j'ai l'impression qu'on... Qui a été dit.